Bonjour à tous. Dans un esprit de vérité et de réconciliation, Parkinson Canada reconnaît que nous sommes réunis aujourd'hui sur les terres coutumières et traditionnelles des peuples autochtones de ces territoires. Bien que nous nous rencontrions aujourd'hui virtuellement, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance de la terre que nous appelons chacun notre maison. Notre chez nous, notre pays, notre patrie. Je souhaite reconnaître cette terre sur laquelle je me trouve alors que nous sommes réunis aujourd'hui. Depuis des milliers d'années, ce fut le territoire traditionnel des Huron-Wendat, des Haudenosaunee et plus récemment des Mississaugas de la Première Nation de Credit. Ces terres sont régies par l'entente Dish with one spoon, plat avec une seule cuillère, entre la Confédération des Haudenosaunee, la Confédération des Ojibwe et des Nations alliées. Ce pacte entre différentes nations est une entente visant à partager et travailler à protéger cette terre ensemble, en harmonie. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux Autochtones de toute l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur cette terre. D'un océan à l'autre, sur les 3 océans, Arctique, Pacifique et Atlantique, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent dans cette nation. Quand on va plonger cet après-midi dans le sujet, j'aimerais d'abord remercier AbbVie qui a commandité les tables rondes et qui a rendu tout ceci possible. J'aimerais aussi remercier et souhaiter la bienvenue nos organisations partenaires communautaires qui ont participé à nos tables rondes. La Société de la Parkinson de la Colombie-Britannique, la Société de Parkinson de l'Alberta, la Société U-Turn Parkinson's, la Société Parkinson du Sud-Ouest de l'Ontario, Parkinson Québec et la Société du Parkinson de Terre-Neuve-et-Labrador au cours des 3 derniers mois. Vos collaborations ont été très, très précieuses au cours des 3 derniers mois. Au cours de ces 3 derniers mois, justement, Parkinson Canada a organisé 8 tables rondes régionales et a conclu la série par une table ronde nationale à la fin du mois d'octobre. Nous avons assemblé plus de 150 voix de la communauté canadienne de la maladie de Parkinson qui ont apporté un éclairage, une clarté et un soutien qui appuieront le plaidoyer de Parkinson Canada auprès du gouvernement dans les mois à venir. Notre série de tables rondes a réuni des leaders d'opinion de tout le pays, notamment des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des partenaires de soins, des professionnels de la santé, des organisateurs communautaires et des organisations d'un peu partout. Après chaque table ronde, notre équipe a fait un compte-rendu et a saisi les principaux thèmes de la session régionale. Même s'il y a eu certaines préoccupations très spécifiques à certaines régions du pays, il y avait aussi beaucoup de cohérence dans les besoins des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson au Canada. On a entendu parler du besoin de formation supplémentaire sur la maladie de Parkinson pour les membres de l'équipe soignante. C'est essentiel. On a entendu parler aussi du désir d'une coordination des soins et d'une amélioration de l'éducation des patients en milieu clinique. C'est un point clé et le besoin de plus de spécialistes des troubles du mouvement partout au pays. Nous discuterons de ces 3 sujets plus en détail aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais mettre la table pour vous présenter un survol du paysage du Parkinson au Canada. La maladie de Parkinson est l'une des affections neurologiques dont la croissance est la plus rapide au monde et le Canada a l'un des taux de prévalence les plus élevés, avec plus de cas par habitant que de nombreux pays. Plus de 100 000 Canadiens vivent avec la maladie de Parkinson. Ce nombre augmentera de 30 personnes demain et 30 personnes après-demain aussi. Mais le taux de maladie de Parkinson augmente également. D'ici 10 ans, on va passer de 30 nouveaux diagnostics par jour à 50 nouveaux diagnostics par jour. Cela veut dire que 50 Canadiens et leurs familles vont recevoir la nouvelle bouleversante qu'ils sont atteints de la maladie de Parkinson. Une personne sur 5 vivant au Canada et atteinte de la maladie de Parkinson attend 1 an ou plus avant de recevoir un diagnostic formel après avoir signalé ses symptômes à un professionnel de la santé. Les temps d'attente prolongés pour recevoir un diagnostic ont de graves répercussions sur la qualité de vie des gens et augmentent la probabilité d'une détérioration de leur santé physique et mentale. En 2018, Parkinson Canada a mené une analyse de l'environnement pour évaluer les temps d'attente que ça prend pour consulter un spécialiste des troubles du mouvement et le temps d'attente national moyen était de 11 mois, certaines régions signalant même des temps d'attente de plus de 2 ans. Ces chiffres sont incroyables.
Ces chiffres bougent quand même et sont particulièrement susceptibles d'avoir changé pendant la COVID, pas nécessairement du bon côté, pas nécessairement en faveur des gens qui vivent avec la maladie de Parkinson. On estime qu'il n'y a qu'un seul spécialiste des troubles du mouvement pour 1500 personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le pays. La plupart de ces spécialistes se trouvent dans les grands centres urbains des provinces, ce qui constitue un obstacle géographique pour les Canadiens qui vivent dans un milieu rural et qui ont le Parkinson. Il n'y a pas de spécialistes des troubles du mouvement à l'île du Prince-Édouard ni dans aucun des territoires canadiens. Dans les territoires, il n'y a pas non plus de neurologue généraliste, ce qui signifie que les personnes atteintes de Parkinson doivent se déplacer pour consulter des neurologues ou consulter des neurologues itinérants qui leur rendent visite par intermittence ou doivent se rendre à des rendez-vous avec des cliniciens dans d'autres provinces. Ça, ce sont de graves barrières qui doivent être surmontées. Et là-dessus, il me fera le plaisir de repasser la parole à Amanda. Merci beaucoup, Cameron. Moi, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter nos deux premiers intervenants, Bob Kuhn et Joe Vancouverdeen, qui ont été nos représentants au Conseil consultatif Parkinson tout au long de la série de tables rondes. Bob vit avec le Parkinson depuis 15 ans et il reconnaît le besoin important pour les personnes qui ont le Parkinson d'être encouragées, informées, soutenues et pour pouvoir garder l'espoir en l'avenir. Bob, à ce moment-là, s'est joint au Conseil consultatif sur le Parkinson. Bob a eu une grande variété d'expériences avec des organisations caritatives dans le domaine de la maladie de Parkinson. En plus de son travail caritatif, Bob continue à exercer sa profession d'avocat. Joe Vancouverdeen, lui, vit à Peterborough, en Ontario. Il est retraité et a reçu un diagnostic de Parkinson il y a 10 ans, alors qu'il vivait dans le nord de l'Ontario. Il est actif au sein de son groupe de soutien local, ambassadeur de la Fondation Davis Phinney aux États-Unis et membre actif du Conseil consultatif sur le Parkinson du Canada. Il a participé aux 10 tables rondes de l'été dernier. Alors, bienvenue à Bob et Joe. Bob, j'aimerais commencer par vous. Pourriez-vous nous parler un peu plus du Conseil consultatif du Parkinson, CCP? Merci de m'avoir invité cet après-midi. Oui, certainement. Je suis Bob. Comment une organisation, surtout celle dont le mandat est aussi vaste, peut-elle comprendre et répondre aux besoins des Canadiens qui luttent au quotidien contre la maladie de Parkinson? La diversité des symptômes, des complications, des pronostics et des traitements de la maladie est stupéfiante. Et il peut être facile pour l'organisation de se laisser emporter par ses priorités tout en oubliant ses objectifs et son but et les personnes qui ont le plus grand intérêt dans ce travail, qui sont les personnes qui ont le Parkinson. Parkinson Canada est conscient de l'importance d'être responsable et de rendre des comptes aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d'en faire une priorité. La création de l'organisation et la réalisation de ses objectifs doivent refléter l'ensemble de ses membres. Tous les aspects du travail de Parkinson Canada, y compris l'affectation de ses ressources, doivent être entrepris et mesurés dans ce contexte. C'est là qu'intervient le Conseil consultatif sur la maladie de Parkinson. Il y a 12 membres dans ce CCP, dans ce conseil consultatif. Ces membres représentent un large éventail et une grande diversité. Ils se réunissent tous les mois et évaluent, coordonnent, examinent attentivement les différents aspects de la mission de Parkinson Canada et sont sous l'autorité directe du directeur général. Bien que notre comité consultatif ne fasse pas partie du processus décisionnel de l'entreprise, il joue un rôle important et a un impact sur pratiquement tout ce que fait Parkinson Canada. Il incombe au conseil consultatif de s'assurer que l'organisation ne fonctionne pas en vase clos. Et je vois des occasions réalistes de collaborer avec d'autres organisations, ce qui, je l'espère, se traduira par une efficience et une efficacité accrue au profit de toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à l'échelle locale, provinciale, fédérale et même internationale. Merci, Bob. À vous maintenant, Joe. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le conseil consultatif, pouvez-vous nous dire comment ce conseil consultatif a été impliqué dans le processus de la série des tables rondes et qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Merci.
de cette présentation. Lorsque le plan des tables rondes a été présenté à la réunion du comité consultatif pour discussion, j'ai pensé que ce serait une excellente occasion et je me suis porté volontaire pour participer aux 10 tables rondes afin d'entendre de première main les différences et les similitudes des services offerts aux personnes qui ont le Parkinson à travers le pays. J'ai été ravi que Bob se joigne également à nous pour voir si on pouvait entendre quelque chose de notre point de vue en tant que personnes qui ont la maladie, qui pourrait être enregistrée et contribuer à donner un aperçu unique à Parkinson Canada. Ce que j'ai entendu, ça a renforcé le fait que cette maladie, bien que similaire dans ses fondements, représente un défi unique pour chacun d'entre nous, ce qui est tout différent d'une personne à l'autre. Et ce défi est ensuite transmis à nos professionnels de la santé quand ils veulent décider de la bonne façon de nous traiter pour maintenir un niveau raisonnable de confort et de qualité de vie. Cette situation est encore compliquée par notre diversité ethnique et géographique et par la possibilité de se rendre dans un lieu de traitement. Ceux d'entre nous qui profitent de la technologie moderne par le biais d'Internet sont loin d'imaginer à quel point la vie peut être compliquée dans des régions où le téléphone et le téléphone portable ne sont même pas disponibles. On entend aussi parler de nos partenaires de soins. Leur fardeau peut devenir exaspérant au fur et à mesure qu'eux-mêmes et le patient perdent leur capacité et leur motivation afin de maintenir efficacement leur effort d'autogestion de leur santé dans les derniers stades de la maladie. À mesure que la distance entre les patients et les cliniques disponibles s'accroît, le besoin d'autogestion de notre maladie deviendra primordial pour les personnes les plus éloignées. On va avoir besoin d'un système de soutien qui pourra être mis en œuvre grâce à de la technologie pour répondre aux besoins des personnes dans les zones urbaines, ou même un système manuel sur papier pour fournir du soutien aux personnes isolées par la distance, par la culture ou par leur choix. On a également entendu parler de la nécessité de mettre en place un système de soutien émotionnel afin d'apporter de l'empathie et des soins de santé mentale à ceux qui souffrent, sont confus, déprimés ou se débattent avec leur expérience. En commençant par nos meilleures pratiques, on va devoir se tourner vers d'autres personnes comme le Dr Bloom aux Pays-Bas pour connaître certains de leurs succès et modèles de traitement et créer un système qui répondra aux besoins de notre vaste pays. Merci beaucoup, Joe. Une dernière question pour vous, Bob. Pouvez-vous partager un petit peu votre expérience, puisque vous avez assisté à toutes les séances des tables rondes? Qu'est-ce que c'était pour vous d'entendre les gens parler de leurs histoires et compter leurs interactions avec leur système de santé local pour ce qui est du Parkinson? Oui, merci. Après avoir écouté les préoccupations, les commentaires, les victoires, les défis, les frustrations exprimées par les participants aux tables rondes, j'ai été frappé par la diversité des personnes concernées dans cette communauté du Parkinson au Canada. Mais c'était tellement encourageant d'entendre que tous les participants étaient déterminés à donner de l'espoir et d'améliorer la qualité de vie et du service aux membres de la communauté de Parkinson au Canada. J'ai pensé à ma grand-mère. Elle est décédée à l'âge de 90 ans il y a quelques années. Ça fait quelques années maintenant. Au moins 2 ou 3 de ses enfants, y compris mon père et mes oncles, souffraient de la maladie de Parkinson. J'ai pensé aux courtes pointes qu'elle confectionnait pour sa grande famille de 15 enfants. Elle passait des heures interminables, souvent dans des circonstances moins qu'idéales, à produire une courte pointe en patchwork qui offrirait une protection chaude et confortable contre les hivers froids du Manitoba. Parfois, les femmes de la communauté travaillaient ensemble dans le cadre d'un concours de courte pointe, au cours duquel elles partageaient leur savoir-faire avec d'autres. Et nous aussi, on travaille sur une courte pointe en différents morceaux pour les Canadiens qui sont atteints de la maladie de Parkinson. C'est un travail qui est parfois solitaire et incroyablement difficile. Mais grâce à ces derniers mois d'écoute et d'engagement mutuel dans le cadre des tables rondes, on a pu contribuer à mieux définir et à coordonner cette courte pointe qu'est la maladie de Parkinson au Canada aujourd'hui. En cherchant à communiquer son engagement envers la résilience, l'adaptation et la persévérance, Parkinson Canada a adopté l'expression « quoi qu'il arrive ». Cette expression « quoi qu'il arrive » reflète
un engagement à surmonter les obstacles, à soutenir et à servir les Canadiens vivant avec la maladie de Parkinson. Nous, au comité consultatif, nous continuons toujours d'apprendre à comment nous pouvons mieux travailler ensemble en refusant d'abandonner la vision et en insistant sur un avenir meilleur. Merci beaucoup, Bob et Joe, pour votre appui pour nos tables rondes et aussi pour continuer d'être des gens qui contribuent de façon si active à notre travail de plaidoyer. Bon, très bien. Tout au long des discussions autour de nos tables rondes, on a entendu parler d'un besoin de meilleurs médecins de famille et de meilleurs professionnels en soins paramédicaux pour le Parkinson. Certains participants ont décrit des circonstances où les premiers symptômes de Parkinson n'étaient pas bien reconnus, ce qui a mené à des retards dans le diagnostic. Du point de vue des professionnels paramédicaux, on a entendu beaucoup d'histoires et de récits montrant le bénéfice d'une formation spécifique sur le Parkinson. Il y a une personne, par exemple, qui a trouvé des classes d'exercice spécialisées qui étaient beaucoup plus avantageuses parce que ça ciblait différents symptômes du Parkinson simultanément, jusqu'à un soignant dont le père avait connu une perte de poids à cause du Parkinson et à cause d'une diète forte en protéines donnée par une diététicienne qui ne s'y connaissait pas, qui ne connaissait pas les besoins pour l'absorption des médicaments. Alors voici, pour nous parler de son expérience personnelle et ses commentaires sur ce sujet, nous avons avec nous Bryce Perry. Bryce a une expérience combinée de 42 ans en formation pour diriger et motiver les gens. Il a porté plusieurs casquettes différentes de directeur général d'une compagnie Fortune 500 avec 300 employés, jusqu'à la direction d'une entreprise à but non lucratif au Canada et aux États-Unis. Il a eu de nombreuses apparitions à la télévision, à la radio. C'est un auteur publié et a donné des conférences principales et motivationnelles à des foules de plusieurs milliers de personnes. Son désir et sa passion a toujours été d'inspirer, de motiver les gens à vivre la vie la meilleure possible. En 2012, à l'âge de 42 ans, Bryce ensuite a eu le diagnostic de la maladie de Parkinson. Après quelques années d'adaptation à sa nouvelle réalité, il a fondé Doing Life Today. Vivre aujourd'hui. Il accompagne désormais les personnes atteintes de la maladie de Parkinson en les encourageant, en les motivant et en leur rappelant que le diagnostic de la maladie de Parkinson change la vie, mais n'est pas une sentence de mort. En aidant les gens à modifier leur mode de vie et en les rendant responsables de ces changements, Bryce a vu de nombreuses personnes s'épanouir dans la vie, quelle que soit leur maladie. Bienvenue, Bryce. Nous vous passons la parole. Merci beaucoup, Amanda, j'apprécie. Vous savez, tout le monde sait que si vous avez le Parkinson, le cheminement de chaque personne est unique. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Mais la chose que je trouve très unique dans toutes mes discussions avec tout le monde qui ont reçu le diagnostic, c'est le besoin, le manque, le temps que ça leur a pris avant d'avoir un diagnostic et comment ils ont finalement eu leur diagnostic. Ce que j'aimerais faire, je vais vous conter un peu mon histoire et vous pourrez voir un peu de ce dont vous pourriez avoir besoin. J'ai 51 ans maintenant. J'ai reçu mon diagnostic de Parkinson en 2012. J'avais 42 ans à l'époque. Mais mon cheminement avec le Parkinson a commencé quand j'avais 39 ou 40 ans. Ma grand-mère avait la maladie de Parkinson plus tard dans la vie, à un âge avancé, elle est décédée finalement. Et le jour où elle est décédée, le jour même, une semaine après, j'ai commencé à avoir un tremblement, quelque chose, j'ai un petit mouvement dans ma main. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai dit, je suis peut-être stressé, c'est difficile pour moi dans la vie actuellement. Et à mesure que le temps avançait, quand j'ai eu 40 ans, encore une fois, j'ai eu ça, j'ai eu l'arrêt d'heure aussi. Et je me suis aperçu que quand je me levais le matin, j'avais 40 ans et ça me prenait du temps, mais c'est comme si j'avais 7 ans. Je n'arrivais pas, je ne pouvais pas sortir du lit convenablement, en plus du pincement que j'avais dans la main. Ensuite, je suis allé voir mon médecin de famille, mon médecin, là, et je lui ai parlé un petit peu des choses que je vivais. Et à ce moment-là, il a dit, « Ah, c'est intéressant, c'est bizarre, mais allons faire des tests. » Alors, il a fait toute une batterie de tests, des tests sanguins, différents types de tests. Et je sais que
j'appelle ça la thérapie de choc. Ils cherchent, on fait ça, ils vous accrochent, ils vous envoient des chocs dans votre corps. Là, j'appelle ça toutes les sortes de tests, j'en ai eu plusieurs. Après ça, je suis revenu et il me dit, je ne sais pas, tout a l'air normal, me dit mon médecin. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? J'ai dit, mais qu'est-ce que je pense? Bon, comment je pourrais savoir? Moi, je ne suis pas un médecin, moi. En fait, bien sûr, je lui ai dit que ma grand-mère avait eu le Parkinson. Il dit, non, vous êtes trop jeune pour avoir le Parkinson. Inquiétez-nous pas de ça, là. Et vous savez, j'ai dit, écoutez, ça ne s'améliore pas actuellement. Là. À ce moment-là, il m'a envoyé voir un neurologue. Et pour voir ce que ça pourrait être, à part le Parkinson, parce qu'il ne pouvait pas penser que c'était le Parkinson. Je suis allé donc voir le neurologue. Encore une fois, ça a pris 6 mois pour arriver au point où je faisais face à ça depuis 6 mois, ces pincements, ces difficultés de mouvement. Ça m'a pris 6 mois avant d'avoir un rendez-vous avec un neurologue après tous ces autres tests. Et quand je suis allé voir un neurologue, j'ai expliqué mes symptômes et tout. À ce moment donné, il m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, je ne sais pas quoi penser. Et il m'a dit, vous savez, ça ressemble un petit peu au Parkinson. J'ai dit, oui, ça ressemble à ça, oui. À ce moment-là, il m'a dit fondamentalement là, que j'étais trop jeune pour avoir le Parkinson. Probablement que j'ai vu trop de Michael Fox à la télévision. J'avais vu ses anomalies. Il fallait que je me sorte de la tête. C'était sûrement pas ça. Et j'ai demandé ce que c'était. Il n'était pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il m'a renvoyé, il m'a montré la porte essentiellement. Bon, je suis retourné chez moi, là, j'ai dit, personne ne me disait, je ne sais pas, c'est pas parce que je voulais avoir le Parkinson, il va y avoir une raison, mes symptômes, mes tremblements, mes pincements, ma raideur, mes difficultés de mouvement, etc. Alors, 6 mois plus tard, je suis arrivé voir mon médecin de famille, il m'a demandé comment ça a été avec le neurologue. J'ai dit encore une fois qu'il ne pensait pas que c'était le Parkinson. Elle était d'accord, elle a dit, vous avez raison, je sais que ce n'est pas ça non plus. J'ai dit, bon, d'accord. Il faut que je trouve ce que j'ai. Je tremble encore. Là, j'ai encore des pincements. J'ai encore... Alors, j'ai dit, OK, on va essayer un autre. À ce moment-là, j'ai dit, peut-être que cette fois-ci, je pourrais aller voir une clinique des troubles du mouvement, hein, un neurologue spécialisé, là, peut-être quelque chose. J'ai dit, bon, OK, on va vous envoyer à Winnipeg là, pour clinique des troubles du mouvement. 6 mois plus tard, j'ai eu un rendez-vous. On parle de 2 ans, là, et je n'avais aucun soulagement, j'avais encore des symptômes, mais je me demandais, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Je me faisais dire qu'il fallait que je m'enlève ça de la tête, je m'inquiétais de moi-même mentalement. Est-ce que j'ai des problèmes mentaux ou quoi? Alors, finalement, Dieu merci, quand je suis allé au centre Deer Long avec le docteur Thompson, finalement, j'ai eu mon diagnostic. Au moment du diagnostic, c'était vraiment un phénomène bizarre pour moi parce que quand on m'a dit pour la première fois, oui, ça c'est la maladie de Parkinson, j'étais presque soulagé dans un sens parce que enfin, c'était quelque chose. Au moins, c'était quelque chose. Là, je pouvais mettre une étiquette, je peux y faire face. Même si je n'ai pas hâte de traverser tout ça, mais la réalité de ma situation, après avoir parlé à plusieurs personnes à l'ensemble du Canada et aux États-Unis, c'est la même histoire assez souvent. Il y a plusieurs rendez-vous. Ça prend plusieurs rendez-vous, plusieurs tests. Il faut passer par plusieurs choses. Parce que la réalité, c'est que ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être le Parkinson. Alors, on va essayer de trouver qu'est-ce que ça pourrait être à la place du Parkinson. Alors, une des choses que je trouve très intéressante dans tout ça, c'est que avec les symptômes que j'avais, les tremblements, les pincements au repos, les jambes sans repos, la rodeur, une difficulté à me sortir du lit, il fallait m'assurer que nos médecins et nos infirmières étaient bien alignés au point qu'ils savent, ils sont assez éduqués à un point où ce que ça peut être, ils savent un peu mieux et que ce n'est pas une maladie de vieux et ça peut arriver à des personnes plus jeunes. C'est prévalent et ça a augmenté, ça existe. Alors, il faut être capable d'éduquer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent au moins le voir et en plus de cela, les éduquer pour savoir où ils doivent envoyer quelqu'un, autrement que d'essayer d'éliminer toutes les autres possibilités pour faire un diagnostic différentiel. Si vous avez des symptômes qui sont tout bien alignés, pourquoi vous n'allez pas directement à la source pour éliminer le Parkinson au lieu de faire le contraire, éliminer des choses plus légères? Et c'est ça le problème du diagnostic. J'ai une situation particulière après le diagnostic parce que mon médecin de famille est décédé. Donc, j'ai dû me trouver un autre médecin de famille. Et là, c'était très intéressant parce que je le voir à mes rendez-vous chez le médecin. Et quand je posais des questions, mon médecin me disait toujours, posez la question à votre neurologue. Je ne sais pas. D'accord. OK, je vais le faire. C'est ce que je vais faire, oui. Et ensuite, 6 mois plus tard, ce médecin de famille a quitté
la profession avait arrêté de pratiquer. Donc, j'ai dû me trouver un autre médecin de famille. Et là, j'ai dû raconter mon histoire encore. À chaque fois que je racontais mon histoire, un nouveau médecin de famille me disait, est-ce que vous êtes certain, vous avez eu un deuxième diagnostic, vous êtes trop jeune pour avoir le Parkinson. Donc, je crois que l'information ne passait pas. Et quand vous passez dans ce type de processus, en fait, vous vous rendez compte que chaque fois que vous posez une question, vous vous faites dire, parlez à votre neurologue, parlez à votre neurologue. Et ensuite, rendu là, euh, je me disais, bon, je me suis auto-diagnostiqué. J'ai essayé de m'informer moi-même. Je faisais des recherches sur Internet, sur Google. Et la vérité, c'est que les médecins dans le système de santé, les médecins généralistes doivent avoir plus d'informations à jour. Je crois que beaucoup d'informations qu'ils ont n'est pas à jour. Donc, et ils ont encore cette conception que c'est une maladie des vieilles personnes et c'est ceci. Ça ressemble à ceci, c'est très précis. Et un diagnostic de Parkinson, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas une sentence de mort, mais plus vous recevez votre diagnostic tôt, plus tôt vous pouvez commencer à vous cesser de vous questionner et aller de l'avant. Et quand vous recevez votre diagnostic, c'est un changement dans votre vie, pas seulement pour vous, mais pour votre famille aussi. Moi, je l'ai reçu très jeune et moi, j'étais à mi-chemin dans ma carrière. Il y a beaucoup de questions. Bon, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je pourrais continuer à travailler? Et à quoi est-ce que ça va ressembler, cette vie avec le Parkinson? Si j'avais pu savoir ça 2 ans plus tôt, j'aurais eu 2 ans où je n'aurais pas perdu mon temps, 2 ans où j'aurais pu m'ajuster à ma réalité et en fait, me réintégrer dans ma vie. Et je crois qu'il faut s'assurer que non seulement que la population est au courant des réalités du Parkinson, mais que les médecins également le sont et qu'ils parlent et qu'ils se parlent et qu'ils sachent quelles ressources sont mises à leur disposition. Parkinson Canada a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition des médecins de famille et bon nombre de professionnels de la santé ne connaissent pas ces ressources ou ne se sont pas intéressés à ces ressources. Voilà mon histoire. Tout le monde a son histoire. L'histoire de tout le monde est unique, mais la réalité, c'est qu'avec cette maladie, plus on obtient l'information tôt, plus on a un diagnostic précoce, mieux on comprend ce qui nous arrive et mieux on peut gérer la situation émotionnellement, mentalement et dans tous les autres aspects de notre vie. Et voilà, c'était mon histoire. Merci énormément, Bryce. Merci de nous raconter votre histoire. Et sachez que ce n'est pas unique. Vous avez entendu des histoires semblables à celle de Bryce, des quatre coins du Canada, dans la série des tables rondes. Et nous avons eu aussi des rétroactions sur les histoires qu'on entend de la part de la communauté tous les jours. Il y a beaucoup de dialogues qui se déroule sur l'importance d'une approche concertée au Parkinson. Donc, fournir de la formation aux personnes du système d'éducation, aux médecins de famille et aux professionnels de santé alliés dans la gestion de la large gamme de symptômes du Parkinson aura un effet important sur la qualité des soins pour les personnes vivant avec le Parkinson. Donc, encore une fois, merci Bryce de nous avoir raconté votre histoire. Maintenant, je vais vous présenter ma collègue Christia Valcourt qui va présenter notre panel de conférenciers. Bonjour, je m'appelle Christiane Vaillancourt, je suis la directrice des relations avec le gouvernement et des partenariats avec l'Atlantique. Donc, dans notre série de tables rondes, on avait besoin de miser sur l'éducation des professionnels et du soutien aux patients. Donc, nous avons réalisé que si certaines communautés et organisations comblent des lacunes de manière créative à leur manière, le besoin de coordination des soins et d'éducation des patients est universel et justifie une solution cohérente. Pour nous donner un aperçu de cette question, nous sommes heureux d'avoir un panel d'intervenants. Tout d'abord, et ça nous permettra d'avoir des solutions plus constantes. Nous avons créé un panel. Nous avons tout d'abord Marlène Lefebvre, qui travaille pour les services de santé des Forces armées canadiennes à Ottawa. Avant de rejoindre la fonction publique, Marlène a eu une carrière de 25 ans dans l'armée canadienne. Elle a commencé sa carrière militaire en tant qu'officier de la logistique dans le domaine des finances en 1995, puis a été transférée dans les forces régulières pour devenir administratrice des services de santé.
Pendant son séjour dans l'armée, elle a obtenu une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Toronto et un MBA du Collège militaire royal. Marlène est une partenaire en Parkinson. Ça fait 10 ans qu'elle travaille dans ce domaine. Elle va donner sa présentation en français. Bon, pour résumer vite fait, le besoin de coordination et de plus d'informations est seulement survenu vers la fin de la lune de miel, ce qu'on appelle là, après la période où la maladie ou les symptômes de mon père étaient sous contrôle avec la médication et quelques traitements de physiothérapie ou parfois le travailleur social. Dernièrement, les symptômes étaient devenus plus difficiles à contrôler avec la médication. Il y avait beaucoup plus de moments off. Puis je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je pense que c'est universel pour la maladie de Parkinson, les moments on and off. Et aussi, ce qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est l'apparition de problèmes cognitifs. Sans aller dans les détails, c'était quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. Donc, on n'était pas prêt à pouvoir subvenir ou adapter nos soins ou à faire sûr que mon père était pris en charge selon ses besoins. Fait que tout ce que nous, on réalisait là, pendant ce moment-là d'incompréhension, si on veut, de ces nouveaux comportements puis de la difficulté à avoir des moments là, on était focusé sur la gestion des médicaments. Donc, on faisait juste regarder avec la médication. On attendait toujours le prochain rendez-vous pour pouvoir faire ajuster les doses. Ce qu'on faisait, mais j'avais pas beaucoup d'amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on avait espéré, c'était que le neurologue avait commencé à parler de la possibilité de pouvoir stabiliser la situation avec le duo DOPA. Donc, on a cherché de l'information par rapport à ça. C'était un peu nouveau, mais quand même, on a réussi à avoir l'information adéquate. On était prêts, puis on était tout encore orienté vers le fait que la solution pour continuer pour mon père était le duo DOPA. Cependant, en attendant d'avoir le rendez-vous pour pouvoir rencontrer des spécialistes pour le duo DOPA, la situation s'est détériorée. Mon père avait de plus en plus besoin d'assistance à domicile. Les périodes off étaient beaucoup plus longues. Puis avec la pandémie, c'était encore difficile d'avoir du service ou bien aussi d'observer que mes parents avaient autant besoin d'aide parce que, bien entendu, c'est difficile pour certaines générations de demander de l'aide. Donc, on est venu à l'évidence de prendre le conseil de la neurologue qui nous avait dit au courant de l'été, si la situation ne s'améliore pas, vous devez aller à l'urgence pour pouvoir être admis à l'hôpital pour qu'on puisse assurer un meilleur suivi, une observation plus directe pour qu'on ajuste le traitement en conséquence. Donc, il y a été un moment cet été qu'on n'a pas eu le choix parce que malgré le fait qu'on avait réussi à avoir de l'aide du CLSC, qui était du CLSC aussi, je voudrais clarifier que c'est le Centre local des services de santé communautaire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je vois des messages passer? Puis je vais faire ça. Est-ce que vous entendez bien? OK. Donc, c'est ça, on avait réussi à avoir des services du CLSC. On avait une personne qui était attitrée pour venir évaluer les besoins à domicile pour mes parents. Donc,
rapidement, on a eu un excellent service. Il y a eu une physiothérapeute qui était venue faire l'évaluation de l'appartement de mes parents, ont proposé et installé de l'adaptation physique, que ce soit des ridelles pour le lit, des adaptations pour aider à marcher ou des choses comme ça. Le seul problème, c'est que c'était pas adapté aux besoins de mon père. C'est pas qu'il avait besoin de ces aides-là, c'est que il ne pouvait pas rester à la même place plus que 15 minutes. C'était toujours de le déplacer. Fait que c'est ça qui prenait beaucoup d'énergie et qui a rendu ma mère totalement épuisée, ainsi que moi et mon frère, quand on allait passer des nuits pour pouvoir donner un petit répit. Fait qu'encore là, on était arrivé à un point de ne plus savoir trop quoi faire pour s'assurer que mon père était confortable là, dans cette situation. On a demandé de l'aide supplémentaire au CLSC. Ils ont une gamme de programmes offerts. C'était vraiment encourageant. Là où on a trouvé le problème, c'est que il fallait que ce soit ma mère ou nous qui trouve tous les intervenants pour pouvoir venir aider à domicile. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation, vous savez que là, c'était ma mère qui s'occupait de la gestion des médicaments, coordonner, les soins avec les spécialistes, que ce soit les rendez-vous aux médecins, les rendez-vous aux neurologues, physiothérapie. Je n'énumérerai pas toutes. En plus de toute cette gestion-là, rajouter la coordination d'autres intervenants pour lui venir en aide, ça l'a fait un peu déborder le vase. Donc, c'est là qu'on n'avait pas eu le choix là, d'utiliser l'option là, d'aller à l'hôpital pour pouvoir vraiment s'assurer que mon père là, puisse obtenir là, les soins adaptés, puis aussi là, parce qu'on ne pouvait plus soutenir mon père d'une manière adéquate, car vraiment, à toutes les 15 minutes, c'était une demande pour le bouger ou quoi que ce soit. Tout ça pour arriver à dire que rendu à l'hôpital, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on manquait tellement d'informations par rapport à la maladie à un stage plus avancé. On ne s'attendait pas du tout aux problèmes de cognitif. On a fait de la recherche par rapport à ça parce qu'on n'avait pas aucune idée comment réagir à certaines situations. Puis, on a vraiment rien trouvé comme tel qui était utile. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, mais ça parle en général de dépression, ça parle en général de problèmes de démence, des choses comme ça, mais pas rien de spécifique qui pouvait nous réconforter. La seule chose que j'avais trouvée, c'était un vidéo YouTube d'une dame en Californie qui expliquait la situation avec l'histoire d'hallucinations puis de ces genres de problèmes-là. On a fait « Ah, OK, donc c'est pas inconnu totalement, on n'est pas tout à fait les seuls. » Donc, ça a été rassurant. Mais avoir quelque chose de spécifique dans notre province, on avait eu quand même beaucoup de difficultés à ce stage. Puis aussi, quand on obtenait de l'aide, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner avec le CLSC, quand on a eu de l'aide à domicile pour passer des nuits. Les personnes n'étaient pas assez au courant de la maladie, ne connaissaient pas le Parkinson comme tel. Donc, c'était difficile d'essayer de lui donner de l'information en même temps. Les gens ne prenaient pas nécessairement à cœur l'histoire de prendre les médicaments à l'heure. Puis là, c'était beaucoup plus frustrant pour nous de sachant que c'est très important, puis que là, les personnels infirmiers étaient « Ouais, c'est plus ou moins important, mais fait que c'était difficile là, de naviguer avec ce genre de service en essayant d'obtenir de l'information, de donner de l'information. Donc, en résumé, avoir eu quelqu'un qui était spécialisé en la maladie de Parkinson, qui aurait pu coordonner les soins, ça nous aurait vraiment beaucoup aidé. Avoir un coordonnateur de soins, puis j'avais fait le parallèle lors
table ronde que dans les forces armées, on a ce qu'on appelle des gestionnaires de cas pour des cas complexes qui qui coordonnent avec le patient tous les soins qu'il a besoin. Il l'aide à cheminer au travers tous les réseaux, à faire des appels, à s'assurer qu'ils ont l'information qu'ils ont besoin. Parce que oui, il y a beaucoup d'informations à travers différents organisations comme le CLSC ou Parkinson Canada, Parkinson Québec. C'est juste que de trouver qu'est-ce qui est adéquat pour toi, c'est difficile. Rendu à certains niveaux, avec ce stage-ci au stage avancé de la maladie, quand on fait juste trouver des exercices, de yoga et tout, ben on est un peu dépassé pour ça. Puis là, ça devient un peu décourageant aussi là, de voir qu'il y a cette partie-là qui nous a manqué. Ça n'a pas été une aventure facile. Merci de nous en avoir fait part. Maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre prochaine conférencière, Caroline Goods. Vous la connaissez peut-être. Elle est à Parkinson Canada depuis près de 3 ans. Elle a commencé à travailler avec l'équipe de développement communautaire en janvier 2019. Et ensuite, elle a fait une transition au rôle d'associer sur l'information et des références en 2020. Avant, elle a travaillé pour le YMCA et la fondation Armstroke à Brandon, où elle vit. Caroline va nous parler de l'information fournie par Parkinson Canada et des rôles joués par l'équipe. Bon, bienvenue, Caroline. Bonjour, bienvenue m'avoir invité, Christiane. Comme vous l'avez dit, je suis associé en référence à l'information, ce que j'ai fait depuis septembre 2020. Dans mon rôle précédent en tant que coordonnatrice du développement communautaire, je crois que j'ai eu l'occasion de vivre des expériences qui m'ont permis de faire une transition vers ce rôle actuel. Et je travaillais dans la communauté, j'animais des groupes de soutien avec les partenaires en soins et les personnes vivant avec le Parkinson. Et je travaillais avec les groupes communautaires, des organisations communautaires ainsi que des bénévoles. Et dans INR Associates, et nous sommes au Canada, nous faisons un triage des appels et nous les recevons. Nous traitons les courriels et les demandes d'information des 4 coins du Canada et de l'international. Il y a un service bilingue, anglais-français, que nous pouvons offrir. Et pour vous donner une idée, en 2020, nous avons traité 5500 demandes d'information. Donc, nous fournissons des informations sur les symptômes, les médicaments, les professionnels de la santé, l'exercice, l'information qui porte sur le Parkinson. Nous fournissons également un soutien émotionnel pour les personnes qui vivent avec le Parkinson, pour leur famille et leurs fournisseurs de soins de santé. Nous essayons de les orienter vers les professionnels qui pourront les soutenir. Et nous tentons Parkinson Canada offre ses ressources et nous essayons de tenir compte des ressources locales qui offrent des soins précis à la communauté. Et donc, nous les référons à des professionnels de la santé, à des cliniques de spécialistes. Nous leur offrons une référence à des programmes de soutien et à d'autres organisations qui travaillent sur le Parkinson. Nous les aidons à parcourir leur cheminement avec la maladie de Parkinson. Recevoir un diagnostic d'une maladie neurodégénérative, c'est un processus difficile. Les gens, quand ils nous appellent, sont déboussolés et en détresse et ils ont besoin de recevoir un diagnostic. Dans les appels, il faut faire preuve de compassion. Bon nombre de collègues pleurent, vivent des émotions intenses et sont désespérés, ce qui donne lieu à bon nombre de dialogues et des appels longs. Et nous avons des conversations très intimes et personnelles sur des choses comme les expériences, les préoccupations et les symptômes. Et vous en avez déjà parlé également. On constate que bon nombre de ces personnes n'ont pas les soins appropriés et n'ont pas le soutien dont ils ont besoin. Nous avons des conversations difficiles régulièrement à propos de la mortalité, de la vie, la fin de la vie et des choses émotionnelles, comme par exemple comment parler de
votre diagnostic du Parkinson avec votre famille. Dans notre groupe, nous avons constaté une augmentation de ce sentiment de désespération depuis le début de la COVID. La maladie du Parkinson peut isoler les gens et maintenant, c'est combiné avec l'isolement venant des restrictions sociales et sanitaires à cause de la pandémie. Nous avons dû orienter des gens à des lignes de crise et nous avons formé notre personnel en matière de prévention du suicide. Les questions, les appels que nous recevons sont divers et bien larges. Il y a des personnes qui demandent de l'information sur le Parkinson, qui demandent du soutien et qui cherchent un médecin, un neurologue et un spécialiste des troubles du mouvement. Des gens qui cherchent des programmes, des groupes de soutien, de l'information sur le logement, de l'information financière. Ils ont besoin d'équipements, d'appareils, d'informations fiscales et qui ont des questions sur le chômage également. On ne s'ennuie jamais. Certaines des limites de notre service sont que nous ne sommes pas formés en médecine. Donc, on ne peut pas avoir accès aux dossiers médicaux des gens. On n'offre pas de conseils médicaux. On fournit de l'information à haut niveau. Et la réalité des choses, c'est que nous sommes 3 employés à temps plein. On ne peut pas répondre aux autres, parler d'autres problèmes de santé et des personnes qui vivent avec le Parkinson qui ont d'autres considérations médicales. Ils veulent savoir qu'est-ce qui aura une influence sur leur maladie de Parkinson et vice-versa. Et les gens qui vivent avec le Parkinson ont d'autres problèmes de santé parfois et on ne peut pas les aider en la matière. On ne peut pas les référer à des professionnels de la santé, mais on essaie de leur faire part de leurs options et de leur communiquer l'information que nous pourrions avoir pour qu'ils puissent justement joindre les bonnes personnes. Je dis souvent que nous n'avons pas nécessairement les réponses, mais nous tentons de mettre les gens en relation avec les ressources qui peuvent avoir ces réponses pour eux. J'appelle ça relier les points. On les met en relation avec des cliniques de troubles du mouvement, des professionnels des troubles du mouvement, des groupes communautaires, des organismes gouvernementaux, des organismes de recherche, des organismes à but non lucratif et caritatifs. Et on leur fournit des choses comme des conseils régulièrement sur l'importance de faire un suivi de leurs symptômes, les consigner dans un journal de bord pour conserver cette information. On leur rappelle que c'est important de prendre leurs médicaments à temps et de faire partie d'une communauté. C'est-à-dire qu'on leur donne des outils et on les aide à trouver des outils. On leur donne l'occasion de prendre le contrôle de leur vie lorsque bon nombre de choses sont hors de contrôle pour eux. Parfois, les gens ont besoin d'une orientation et d'un endroit pour trouver justement ce dont ils ont besoin. Et on voit certaines tendances à l'heure actuelle, les adultes, les enfants s'impliquent dans la coordination des soins à distance. Donc, les mettre en relation avec les ressources pour soutenir leur famille qui vivent avec le Parkinson, ainsi que des partenaires de soins, c'est important. Et parfois, ils ont besoin d'appeler quelqu'un dans une autre province ou dans un autre pays. Depuis la COVID-19, même avant la COVID-19, il y avait déjà des problèmes d'accès et des délais d'attente longs pour bon nombre de personnes. Comme on l'a entendu plus tôt, et ça a été évidemment, c'est composé à cause de la COVID. Et bon nombre de personnes dans différentes provinces ont encore du mal à avoir en fait, ont que des rendez-vous par téléphone et aucun rendez-vous en personne. C'est exacerbé par le manque de spécialistes dans leur région et des délais d'attente très longs et les restrictions sanitaires. Donc, on essaie de mettre ces personnes en relation avec les ressources et avec l'information dont ils ont besoin. Maintenant, je crois que c'est Kelly qui reprend la parole. Merci énormément, Carrie Lynn. Merci de faire ce que vous faites dans votre équipe. Donc, maintenant, c'est mon plaisir j'ai le plaisir de présenter notre dernière conférencière, Kelly, qui est la spécialiste des troubles du mouvement pour 1500 personnes atteintes du Parkinson dans le pays. Et au cours des tableaux, en fait, depuis 2005, elle travaille en gérontologie. Elle travaille dans un milieu hospitalier depuis 10 ans. Elle a joint l'équipe
de MDC en 2012 pour soutenir les gens qui vivent avec le Parkinson. Kelly, pouvez-vous nous parler de votre rôle en tant qu'infirmière en ressources cliniques et dites-nous comment vous soutenez la coordination des soins et vos patients. Merci. Bonjour. Donc, mon rôle ici à la clinique des troubles du mouvement est assez varié, mais c'est surtout de la coordination des soins. Nous avons une équipe multidisciplinaire qui se spécialise dans le Parkinson. Nous avons 4 neurologues. Moi, je suis l'infirmière. Nous avons un physiothérapeute, un ergothérapeute, un spécialiste du langage, diététicien. Nous avons une équipe complète. Et mon rôle, lorsque vous avez besoin de quelque chose de supplémentaire, c'est mon rôle que de vous orienter vers la bonne personne. Donc, j'ai également la chance d'organiser des choses dans la communauté, par exemple les soins à domicile et d'autres services avec des médecins de famille. Et je travaille beaucoup en éducation. J'informe les patients de leur diagnostic, de leur formation. Je les informe sur la façon d'avoir une bonne qualité de vie. Dans la mesure du possible aussi, je les informe non seulement précocement, mais on parle du bon, du mauvais, de tout. Je parle aussi des aspects tardifs de la maladie. De quoi ont-ils besoin pour les éduquer, en fait, dans cette étape tardive. Je fournis aussi de l'information aux professionnels de santé partout au Manitoba. Je fais de mon mieux pour rejoindre le plus grand nombre, pour les informer, en fait, des ressources disponibles et pour que les hôpitaux puissent leur fournir les soins. L'éducation est un aspect très important de ce que je fais, mais la coordination est très importante parce que je dois faire en sorte que tout le monde ait ce dont ils ont besoin. Donc, beaucoup de ce que je fais, franchement, c'est d'essayer d'aider. J'ai aussi l'occasion d'aider toute personne qui n'est pas nécessairement dans une clinique, qui ne fait pas partie de notre clinique. Si vous n'êtes pas relié à notre clinique, vous n'avez pas accès, bien sûr, à nos services paramédicaux, mais je peux quand même vous aider à apprendre des choses sur ces services et vous aider à obtenir l'accès dont vous avez besoin à l'extérieur de la communauté où nous avons des cours sur le Parkinson précoce qui sont disponibles pour n'importe qui, qu'il soit dans notre clinique ou pas. Maintenant que c'est virtuel, on permet aussi les gens qui sont plus en milieu rural. Donc, j'ai parlé beaucoup de choses. Excusez-moi, mais c'est très bien. Non, allez-y. Je vois que vous voulez m'interrompre. Non, tout est beau. Alors, un de mes buts, c'est de donner la bonne information, trouver les personnes appropriées pour tous ceux qui ont besoin de l'aide, qu'ils fassent partie de notre clinique ou pas. Je pense que véritablement, on a besoin de vous engager partout au pays. On doit vous cloner. Merci beaucoup de vous être joints à nous et à nos autres panélistes pour avoir partagé vos expériences sur ce sujet. Comme on l'a entendu, il y a beaucoup de façons que les gens qui vivent avec le Parkinson et leurs familles s'organisent pour coordonner les soins et apprendre davantage sur leurs conditions à travers le pays. Kelly a partagé avec nous une possibilité de fournir une solution cohérente à ces problèmes dans tout le Canada pour les difficultés auxquelles font face les personnes qui ont le Parkinson au moment du diagnostic tout au long de leur cheminement également. Merci. Merci beaucoup au panel et à Christiane. Merci. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, un autre thème identifié à partir des tables rondes était le besoin de davantage de spécialistes de troubles du mouvement au Canada. Actuellement, il y a environ un spécialiste des troubles du mouvement pour 1500 personnes qui ont la maladie de Parkinson au Canada. Avec 50 nouveaux diagnostics de Parkinson par jour d'ici 10 ans, le Canada va avoir besoin d'un afflux de spécialistes formés à la maladie de Parkinson pour répondre à cette demande. Pour nous parler de certains de ces défis uniques pour traiter les gens qui ont le Parkinson au Canada et pour nous partager ses réflexions sur les solutions possibles et les opportunités, nous avons la docteure Emily Swinken. La docteure Swinken est neurologue spécialisée dans les troubles du mouvement et les maladies neurodégénératives. Elle est professeure adjointe au département de médecine, neurologie et de psychiatrie de l'Université de Toronto.
Elle travaille conjointement à la clinique des troubles du mouvement du Toronto Western Hospital et à la clinique de neuropsychiatrie du Center for Addiction and Mental Health. Le Dr. Swinken a obtenu son diplôme de médecine de l'Université Queen's avant de faire sa résidence et de suivre une formation sur les troubles du mouvement à l'Université de Toronto par la suite. Ses intérêts de recherche clinique portent sur l'optimisation et la gestion des symptômes et l'amélioration des soins de fin de vie chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Elle participe aussi activement à l'enseignement médical et aime enseigner à propos de la maladie de Parkinson aux étudiants en médecine et aux résidents. Bienvenue, Dr. Swinken. Je vous passe la parole. Merci beaucoup de cette présentation, Amanda. J'ai préparé quelques diapos que je vais partager avec vous maintenant parce que je crois que quelquefois, une image vaut 1000 mots. Certains des concepts dont je vais vous parler aujourd'hui sont mieux visualisés si vous pouvez les voir plutôt que juste les entendre. Alors, j'aimerais d'abord dire que je n'ai pas de révélation financière à faire, de divulgation, à part de reconnaître le crédit à Parkinson Canada qui a aidé à financer mes études de boursière postdoctorale. J'aimerais commencer par le bon médecin canadien William Osler. Il dit que le bon médecin traite la maladie, l'excellent médecin traite aussi le patient qui a la maladie. Et quand on parle de la maladie de Parkinson, il n'y a pas d'autre approche. On ne soigne pas la maladie, on soigne le patient. Il faut connaître le patient et traiter le patient qui est devant vous. Je pense que c'est le principe directeur quand on parle de formation de spécialistes du mouvement qui vont soigner des gens qui ont la maladie de Parkinson. Et je pense que c'est parce qu'on reconnaît de plus en plus que la maladie de Parkinson, ce n'est pas une maladie unique, unifiée. On reconnaît de plus en plus qu'il y a différents facteurs génétiques variables ainsi que différents facteurs environnementaux qui se coalisent et s'amalgament pour créer différents types de présentations, différents phénotypes cliniques, comme on les appelle. Et c'est juste un diagramme pour illustrer cela qui provient de l'article récent qui démontre qu'on voit un certain nombre de symptômes communs. Il y a des patients qui présentent les caractéristiques typiques de la maladie de Parkinson, une apparition tardive, rigidité, lenteur, mais on voit aussi des patients qui présentent beaucoup d'autres, peut-être simplement des petits tremblements ou peut-être même pas de tremblements. Peut-être au début, ils ont peut-être des crampes, de la dystonie et de la douleur. Peut-être qu'ils vont avoir beaucoup de symptômes neuropsychiatriques comme l'anxiété et la dépression. Et encore une fois, dans ces conditions, là, la maladie de Parkinson, il y a beaucoup de nuances, autrement dit, entre les différents cas de Parkinson. Alors, tout d'abord, nous devons comprendre qui est le patient qui est devant nous parce qu'il n'y a pas un malade de Parkinson, si je peux simplifier les choses. On ne peut pas simplifier. Donc, à partir de là, on doit mentionner qu'on pense aux symptômes de la maladie de Parkinson, mais quand on y pense, ils sont aussi larges et diversifiés que vous pouvez l'imaginer. Je suis sûr que vous avez connu ça un petit peu dans le chat. Il y a toute une variété de symptômes moteurs ainsi que de symptômes non moteurs. Et en tant que spécialiste des troubles du mouvement qui voit des patients qui ont la maladie de Parkinson, mon travail est de regarder tous ces symptômes pour vraiment comprendre comment le patient est touché. Et je pense qu'il est important, non seulement pour s'en tenir à un inventaire des symptômes, comme une liste de vérifications qu'on peut faire en clinique, il ne faut pas juste faire ça, mais comprendre vraiment la personne qui est devant nous, pour dire quels sont les symptômes qui sont plus importants pour vous. Je sais que certains de mes patients plus jeunes ou les patients qui ont un travail où ils doivent faire face au public, qui sont très, très, très inquiets des manifestations motrices externes comme les tremblements et la dyskinésie. Ils me disent que c'est très important de contrôler ça. Alors, c'est très important quand on est spécialiste des troubles du mouvement de bien comprendre le patient et quels symptômes ont le plus gros impact sur sa qualité de vie à cette étape de sa maladie. Alors, le tâche pour un clinicien en troubles du mouvement, c'est essentiellement de comprendre chaque patient, non seulement comme une personne qui a la maladie de Parkinson, mais comme une personne de plein droit et comprendre comment sa maladie de Parkinson l'affecte. Moi, je me vois comme une experte en troubles du mouvement dans la maladie de Parkinson, mais chacun de nos patients est l'expert sur sa propre maladie et il faut travailler en collaboration à cet égard. Et à partir de là, le but doit être vraiment de traiter les symptômes et d'optimiser les soutiens qu'on apporte au patient pour améliorer sa qualité de vie à chaque étape de la maladie. Alors, quels sont les défis qui proviennent de cette approche? Le premier, dans mon esprit, c'est le temps. On n'a jamais assez de temps en clinique.
Pour vous donner une idée, moi, je travaille dans une clinique de troubles du mouvement à l'hôpital Toronto Western. Et quand je vois un nouveau patient, après une nouvelle consultation pour la maladie de Parkinson, j'aime avoir au moins 1 heure et demie pour cette première rencontre parce que je pense que c'est le temps dont on a besoin pour vraiment entendre l'histoire de la personne, ses antécédents, comprendre la personne, faire un examen minutieux et rigoureux, avoir une discussion sur ce que c'est que la maladie de Parkinson, commencer une rééducation et trouver un plan. Et ça prend beaucoup de temps. Et bien sûr, la porte ne se ferme pas là. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui affecte toute la vie. Alors, quand je vois un patient, une patiente, je dois toujours prévoir un suivi pour cette personne. Et vous pouvez imaginer, là, si vous faites la mathématique, 1 heure et demie pour un nouveau patient, peut-être 30 minutes ou peut-être c'est même peut-être pas suffisant pour une rencontre de suivi. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a. Si vous faites le calcul, votre horaire de travail devrait être très plein, très, très occupé et ça fait des temps d'attente très longs avant de rentrer à la clinique pour nos patients. C'est toujours difficile en tant que clinicienne des troubles du mouvement. Est-ce que je devrais peut-être espacer les suivis pour sorte que je vois les patients moins souvent, mais je pourrais avoir davantage de patients. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'options. Alors, le temps que ça prend pour rencontrer chaque patient pour que ça soit significatif, c'est très important. Et ça met du stress, étant donné le nombre limité de spécialistes de troubles du mouvement et le nombre croissant de patients qui ont le maladie de Parkinson au Canada. Un autre défi qu'on a effleuré aussi, c'est la géographie. Quand on veut coordonner les soins, du côté droit, juste une petite capture d'écran des programmes qui s'en viennent pour les patients qui ont la maladie de Parkinson au Canada. Et en bas, complètement à gauche, voici un peu une carte assez ancienne qui montre chaque point rouge qui indique où il y a un spécialiste de troubles du mouvement. Et comme vous pouvez voir, il y a de grands espaces dans le pays qui ne sont pas couverts, où il n'y a pas du tout de spécialistes des troubles du mouvement. Et les soins sont toujours concentrés dans les plus grandes régions urbaines. Et il y a plusieurs régions qui n'ont pas d'accès facile à des spécialistes du trouble du mouvement. Ça veut dire que les patients qui vivent loin des centres doivent voyager de grandes distances, ce qui n'est pas idéal, bien sûr, du point de vue du patient. Mais aussi, ça devient difficile pour le spécialiste des troubles du mouvement. Par exemple, à ma clinique à Toronto, je vois beaucoup de patients qui viennent du Nord. Et si je veux, disons, arranger des ressources qui sont plus proches de chez eux, disons à Sudbury, je ne connais pas très bien les praticiens là-bas. Alors, ça mène à certains défis, certaines difficultés quand on veut optimiser les soins localement à distance. Et l'autre défi, c'est de gérer les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. En tant que spécialiste des troubles du mouvement, on est conscient que les symptômes moteurs, les tremblements, la raideur, la lenteur, le gel, la démarche et la dyskinésie, et ainsi les symptômes non moteurs, donc les changements moins visibles comme la douleur, les changements de la vue, la perte de poids, difficulté à avaler et les symptômes du système autonome, par exemple la pression artérielle ou tension hypostatique lorsqu'on change de position, les changements gastro-intestinaux, les changements dans la fonction de la vessie et tous les symptômes neuropsychiatriques, la dépression, l'anxiété, les handicaps cognitifs et les hallucinations. Et je pense qu'en tant que profession, on fait un meilleur travail maintenant pour s'attaquer aux symptômes moteurs. On travaille bien là-dessus parce que ce sont les symptômes les plus faciles à évaluer en clinique. Et je pense qu'on a tendance à se concentrer un peu plus là-dessus parce que ce sont aussi les symptômes qui réagissent le mieux à la thérapie par remplacement de la dopamine qu'on utilise le plus. Mais ceci étant dit, on essaie quand même de gérer tous les symptômes de la maladie de Parkinson. Mais quand il y a d'autres enjeux, surtout quand c'est relié à la fonction intestinale ou la fonction de la vessie ou la fonction cérébrale, on a besoin de se fier à d'autres collègues plus spécialisés là-dessus. Et ça, il s'agit de penser aux soins de façon plus globale. Et il faut penser à coordonner les soins entre les différents spécialistes. Ça devient très difficile quand on essaie de faire ça à distance. À partir d'un grand centre. Un autre défi, c'est qu'on n'a pas de test diagnostic pour la maladie de Parkinson. C'est encore simplement un diagnostic clinique et ça peut être très frustrant, aussi bien pour les médecins et particulièrement pour les gens qui ont les symptômes, d'avoir cette incertitude avant qu'un diagnostic puisse être fait. Et de plus,
on n'a pas de traitement qui va arrêter ou ralentir la progression de la maladie. Ça, c'est certainement une zone d'intérêt très active. C'est un des défis auxquels on doit faire face quand on parle de traiter les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Alors, quand on va chercher des solutions pour certains de ces problèmes, on peut diviser les solutions en 3 idées. D'abord, ce serait de former et de recruter davantage de spécialistes des troubles du mouvement. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense que, comme on l'a entendu des panélistes antérieurs, c'est qu'on doit vraiment augmenter les compétences de la communauté de praticiens et des partenaires déjà existants afin d'améliorer les réseaux de base de cette communauté. Et on peut aller un peu plus loin et voir d'autres annonces. En fait, la pandémie de la COVID-19 nous a forcés à faire des changements. C'est les soins virtuels. C'est un autre changement très important. J'aimerais expliquer ça un peu plus en détail. Surtout, comme vous pouvez comprendre, il y a un manque de spécialistes des troubles du mouvement avec des longues périodes d'attente. Si on augmentait le nombre de spécialistes des troubles du mouvement, ça va aider pour réduire les temps d'attente et ça va aider aussi à améliorer l'accès d'ensemble des soins pour les troubles du mouvement. Mais l'autre chose, c'est que lorsqu'on forme des spécialistes en troubles du mouvement, on forme aussi des personnes, qui vont avoir un intérêt à la recherche sur les troubles du mouvement. Et ça va améliorer et faire grandir la capacité de recherche au Canada. Pour les essais cliniques qui sont impliqués et qui examinent le développement possible de tests diagnostiques et le développement de médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie. Je crois que c'est important de faire grandir le bassin d'ensemble des praticiens des troubles du mouvement au Canada dans leur ensemble. Mais pour revenir à cette carte, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de terrain à couvrir ici. Je pense qu'il faut être réaliste et reconnaître qu'il serait impossible de former suffisamment de spécialistes des troubles du mouvement pour vraiment répondre pleinement aux besoins de tous les Canadiens, de toutes les familles qui ont un membre de leur famille qui a la maladie de Parkinson. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître que plusieurs spécialistes formés en troubles du mouvement vont graviter vers les cliniques établies dans les grands centres. Certains vont aller aussi dans les communautés, j'imagine aussi, mais il faut reconnaître qu'il va toujours y avoir certaines limitations géographiques, particulièrement dans notre pays, aussi grand qu'il est, comme le Canada. Ce qui m'amène à mon prochain point, c'est qu'on ne peut pas arrêter le financement et la recherche de nouveaux spécialistes du mouvement. Il faut regarder aussi à augmenter la formation des praticiens qui sont déjà là. Et j'aime beaucoup cette image, provient de Bastian Bloom, l'article est publié dans le Lancet, plutôt. J'aime beaucoup ce schéma qui explique comment on devrait voir le nombre de personnes qui vont soigner les gens sur la maladie de Parkinson. Les gens qui ont la maladie de Parkinson de leur famille sont au centre des soins, bien sûr, dans cette constellation. Et ici, dans le cercle intérieur, on a les troubles des spécialistes du mouvement. Mais tout aussi important, dans ce cercle interne aussi, on a le médecin de famille, l'omnipraticien et le soutien infirmier local. Ça fait partie du soutien dont on a besoin pour la maladie de Parkinson. C'est pour ça que c'est très important de former des médecins de famille, des omnipraticiens et des neurologues généralistes aussi, qui vont être un petit peu les contacts communautaires de ces patients. Ensuite, dans les sphères plus extérieures, on voit qu'il y a tout un grand besoin pour d'autres spécialistes paramédicaux et plus de spécialistes médicaux en sous-spécialité que j'ai listés ici. Je pense qu'il est important de développer des réseaux de tous ces spécialistes qui sont formés spécifiquement pour la maladie de Parkinson. Et ces partenaires vont devenir, j'imagine, les moteurs de ce réseau sur la maladie de Parkinson partout au pays. Et voici une autre image provenant d'un article différent, encore une fois de Bastian Bloom. Donc, ça s'appelle Parkinsonet. C'est un réseau qui a été élaboré depuis une dizaine d'années. Et on se dit, bon, si c'est ce qu'on voudrait créer au Canada, c'est une plateforme, une plaque tournante justement de soins à domicile. On voit à gauche toutes les personnes qui ont le Parkinson et leur famille. C'est important de reconnaître que les soins, l'éducation doivent se dérouler à ce niveau d'abord et avant tout. Et ces personnes vont toutes être soutenues localement par des gestionnaires de soins. Donc, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans la maladie de Parkinson. Et ensuite, nous voyons qu'il y a
d'autres engrenages qui s'inscrivent. Ça, c'est le niveau régional et national. Donc, il y a ici des réseaux régionaux, nationaux, qui sont composés de spécialistes et de professionnels de la santé alliés, par exemple des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des orthophonistes, des diététistes, des spécialistes de la réhabilitation, qui sont dans les communautés locales pour soutenir ces patients et qui sont au cœur, en fait, qui sont à cette étape. Ensuite, au cœur de la chose, on a les spécialistes comme les cliniques dans lesquelles je travaille. Et à droite, ces centres individuels peuvent donc ensuite soutenir plusieurs grappes de patients et un grand nombre de patients, évidemment. Donc, je crois que ce modèle est ce qu'on doit viser quand on veut fournir des soins qui sont axés sur la communauté, qui soutiennent les gens là où ils vivent. Et une des façons de fournir des soins virtuels, en virtuel, je crois que ça peut être utile, c'est que ça limite les problèmes d'accès. Tant de l'accès aux spécialistes des troubles du mouvement qui peuvent fournir un soutien dans les grandes villes et ou dans les régions également, mais aussi ça permet de communiquer avec eux rapidement et une communication plus fluide et rapide entre les grandes villes et les patients qui sont dans des milieux plus reculés. Et encore une fois, par exemple, quand on fait de la recherche ou des essais cliniques, on communique ces résultats dans la communauté. Donc, je crois qu'il y a un grand potentiel avec ce modèle-ci et avec le modèle de soins virtuels et on peut les utiliser à notre avantage. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, je suis à une étape dans ma carrière où j'ai plusieurs décennies d'expérience et je vois en fait, j'espère que les choses seront différentes au cours des prochaines décennies. Nous devons changer notre façon de fournir les soins. Comme on l'a dit, le nombre de patients et le nombre de personnes vivant avec la maladie de Parkinson va augmenter avec le temps. Donc, nous devons améliorer nos soins et il faut cultiver ces grappes d'excellence clinique et en recherche et s'en servir pour soutenir les personnes vivant dans les communautés et toujours mettre les patients au cœur de notre action. Sur ce, merci beaucoup. Voici une photo de notre lieu de travail et de mon équipe avant la COVID et après la COVID. Merci beaucoup. Merci énormément, Dr. Swinkin. Beaucoup d'informations que vous nous avez données, de la très bonne information et des solutions potentielles pour faire face aux défis avec lesquels nous sommes aux prises partout au Canada. Merci. Donc, pour les participants francophones, la présentation du Dr. Swinkin seront traduites en français et vous y aurez accès après le webinaire. Merci. Donc, c'est la conclusion du résumé de notre série de tables rondes qui s'est déroulée au cours des derniers mois. Mais quelles sont les prochaines étapes? Donc, nous reconnaissons que ce n'est que le commencement du travail qui doit être fait. La série des tables rondes a été l'occasion pour nous d'entendre la communauté de la maladie de Parkinson et d'obtenir leur avis sur les besoins en matière de défense des droits pour aider à l'élaboration d'une stratégie de défense des droits nationale. Donc, c'était la première étape dans ce processus et ça fait partie de la base de nos efforts de défense des droits à l'avenir. Donc, avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, j'imagine que vous comprenez qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été publiées dans ces 9 séances partout au Canada et notre travail, c'est de traduire cette information en stratégie forte et claire avec des buts précis et pour aller chercher du soutien. Donc, la prochaine étape, c'est de produire un rapport des tables rondes qui sera finalisé, publié sur notre site web d'ici peu et il sera suivi par des rapports régionaux pour chacune des séances qui auraient eu lieu. Donc, nous allons utiliser ces rapports en plus d'autres données et histoires et commentaires que nous allons continuer de recueillir pour déterminer les questions et les recommandations clés qui touchent précisément les écarts dans notre action contre la maladie de Parkinson. Nous allons orienter ensuite les pratiques, les politiques et de façon à servir la communauté de la maladie de Parkinson de façon appropriée. En fait, du côté gouvernemental, nous savons que nous devons continuer à tisser des liens nouveaux et
et durable avec les différents paliers du gouvernement. Donc, nous avons lancé notre nouvelle stratégie de relation avec le gouvernement. Donc, nous avons communiqué avec le nouveau ministre dont le portefeuille porte justement sur les personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Et ça, c'est au niveau fédéral. Au niveau provincial, nous allons continuer de faire croître notre équipe de relations. Donc, vous m'avez rencontré aujourd'hui et Christiane, ma collègue du Canada Atlantique. Notre but est d'avoir un représentant de Parkinson Canada dans toutes les régions et qui soit au courant des problèmes, des défis justement propres à cette région. Nous avons déjà commencé à nous préparer aux élections au Québec et en Ontario en 2022. Nous allons reposer notre action sur notre bassin de bénévoles pour nouer des liens avec les candidats et les députés qui ont été élus. Parlant d'ambassadeurs, nous sommes en train de refondre le programme des ambassadeurs avec une nouvelle stratégie et une nouvelle trousse d'action pour que ce soit facile pour ces volontaires d'être confiants et préparés lorsqu'ils défendent les droits des personnes vivant avec la maladie de Parkinson dans leur communauté. Ce n'est que le début des possibilités de s'engager, de rester en contact dans cette aventure de la défense des droits. Nous allons recueillir activement vos commentaires, vos histoires, ainsi que celles des autres pour renforcer, ajouter, apporter du sens à cette stratégie. Et nous allons continuer à travailler aux côtés de nos partenaires et communautaires pour obtenir justement les commentaires dont nous avons besoin des quatre coins du pays. Donc, c'est la fin du webinaire, mais je vais répondre à quelques questions. Donc, je vais ouvrir la boîte de questions et des questions ici sur Zoom. Donc, voyons voir. Aurez-vous d'autres tables rondes? Donc, c'est une question de partie. Aurez-vous d'autres tables rondes? Donc, il ne faut jamais dire jamais. Nous venons de terminer cette série de tables rondes dont nous avons parlé aujourd'hui et il n'y a pas de table ronde qui soit prévue immédiatement, mais nous voyons la valeur de cet exercice de table ronde et du moins, ce que j'entrevois, c'est d'organiser des tables rondes sur des sujets plus précis à mesure qu'on commence à dégager les problèmes qui seront présentés grâce à la stratégie d'action nationale et nous pourrions tenir des tables rondes sur ces questions précises. Deuxième partie de la question, y a-t-il des occasions pour les gens de faire part de leurs commentaires et de participer? Oui, je vois des choses comme ceci. Il y a un chat très actif aujourd'hui sur Zoom et il y a d'autres plans. Par exemple, sur notre site web, nous avons l'intention d'ajouter un blog pour donner l'occasion à la communauté de partager leurs expériences, leurs histoires. Et il y a un bulletin que nous voulons créer. Nous avons déjà un bulletin. Nous voulons toujours obtenir vos histoires par ce bulletin. Nous voulons créer d'autres webinaires et en fait, poursuivre notre programme d'ambassadeur pour obtenir les rétroactions et commentaires de la communauté. Merci pour votre question. Et à propos, en fait, sur une même note, quel est l'état du programme d'ambassadeur? Bonne question. Je l'ai dit il y a quelques instants. Le programme des ambassadeurs, écoutez, pendant la pandémie, ça a été très difficile pour les ambassadeurs. C'est volontaire, exceptionnel de sortir et de rencontrer les députés en personne. Donc, évidemment, ça ne s'est pas déroulé. Donc, nous avons hâte à l'année 2022. Nous nous préparons maintenant pour que les choses soient sur les rails en 2022 pour trouver des occasions de défendre les droits de nos membres au niveau local. Donc, si vous avez déjà été ambassadeur, restez à l'affût de votre boîte de courriel. En décembre, nous allons envoyer un courriel et un sondage pour que vous puissiez indiquer, en fait, nous faire part de votre soutien, votre préférence, c'est-à-dire si vous voulez continuer à faire le programme et si vous voulez simplement vous impliquer et envoyer un courriel à advocacy@parkinson.ca et ça nous fera plaisir de vous ajouter au réseau. J'ai vu un autre commentaire de la part de Pat qui s'inscrit dans cette histoire, dans cette question. Oui, est-ce que vous voulez faire part de vos expériences de défenseur des droits dans votre communauté? Donc, en Ontario, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons besoin d'un groupe de soutien pour la défense des droits en Ontario. Oui, très bien dit, Pat. Et la façon dont nous envisageons le programme d'ambassadeur, c'est que ce soit non seulement des défenseurs des droits auprès du gouvernement, mais des défenseurs des droits pour tout Parkinson Canada et qu'ils participent à des programmes d'éducation, des services
et qu'ils puissent sensibiliser leur communauté locale et que vous, les ambassadeurs, vous ayez l'occasion de communiquer les uns avec les autres et que vous puissiez vous faire part de ces défis, obstacles. Donc, il y a des plans, enfin, il y a beaucoup de projets dans les cartons en 2022. Donc, comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez le faire en nous écrivant un courriel. Et si vous avez déjà participé au programme, vous allez recevoir ce courriel d'ici peu. Laissez-moi contre-vérifier ici, excusez-moi. Il y a beaucoup de chats qui sont ouverts en même temps. Comment est-ce que le conseil consultatif communique avec les personnes vivant avec le Parkinson pour obtenir leur contribution, leurs commentaires sur les activités? Donc, les membres du conseil consultatif viennent des 4 coins du Canada. Ils ont des expériences diverses et représentent plusieurs groupes de la population. Et ils participent à des événements, des groupes de soutien de Parkinson Canada. Donc, chaque occasion qu'ils ont de communiquer avec la communauté du Parkinson, ils le font. Et nous voulons augmenter cette capacité pour qu'ils puissent faire part de leurs histoires, leurs conseils et leur permettre de participer à des réunions et de communiquer avec vous. Donc, vous pouvez communiquer avec le conseil consultatif directement, pac@parkinson.ca. C'est leur courriel, vous pouvez communiquer avec eux directement. Donc, je crois qu'on peut répondre à une dernière question. Il y a beaucoup de questions. Donc, nous allons parler du programme d'ambassadeur. Je crois que cette question, trouvez sa réponse dans le chat. Au cas où vous ne l'avez pas vu, c'est une question importante. Est-ce qu'il y a des ressources ou une page pour les personnes qui veulent faire des recherches dans une base de données plutôt que d'appeler Parkinson Canada pour obtenir l'information? Oui, il y a des ressources il y a un onglet de ressources en haut du site web. Le site web est parkinson.ca. Des articles, des publications sur l'exercice et le bien-être, et des groupes de soutien, des webinaires, des bulletins d'informations, des balados. Il y a plein d'informations que vous trouvez sur le site web. C'est un bon endroit. Si vous préférez le faire, allez sur le site web plutôt que d'appeler à la ligne d'information. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Fournissons-nous de l'information sur les stades avancés de maladie de Parkinson? Oui, nous le faisons. Nous avons des ressources portant sur les symptômes, divers symptômes, des stades avancés de la maladie et de l'information sur la question. Et en plus, nous avons notre équipe, la ligne d'appel qui vont vous fournir de l'information en français et en anglais sur les stades avancés de la maladie de Parkinson. J'ai le temps de répondre à une dernière question. Est-ce que Parkinson Canada va rouvrir les bureaux qui ont été fermés et repartir les services qui ont été annulés l'an dernier? Oui, je connais l'histoire de Marlène ici. Merci de nous avoir raconté ça. Et je crois que bon nombre des conférenciers partagent votre émotion. Oui, nous reconnaissons qu'il y a eu un besoin partout au Canada de mettre un terme aux réunions en personne, et la sécurité et la santé de la communauté de Parkinson est notre grande priorité. Mais lorsqu'on lorgne 2022, Parkinson Canada a l'intention d'agrandir nos programmes partout au Canada, nous assurer qu'il y a un accès équitable et une variété d'options pour tout le monde vivant avec la maladie de Parkinson. Donc, je crois que c'est tout le temps qu'il nous restait. Il est 16h30. Je ne veux pas vous retenir. Peu importe où vous êtes au Canada, c'est peut-être le début de l'après-midi, ou peut-être que vous allez souper bientôt. Bon, nous allons conclure la séance. Si vous n'avez pas trouvé réponse à votre question, nous allons faire un suivi des questions qui ont été posées, faire un suivi avec vous sur ces questions plus précises après le webinaire. Mais je vous remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un gros merci à nos conférenciers et conférencières qui ont fait part de leur expérience avec la maladie de Parkinson, que ce soit des personnes qui vivent avec la maladie ou qui travaillent pour améliorer la vie des gens qui vivent avec le Parkinson. Je vous remercie. Merci de votre intérêt envers notre
le parcours de notre conseil consultatif sur la maladie et nous avons de grands plans pour 2022. Nous avons hâte de communiquer avec vous et de travailler avec vous tous et toutes sur cette stratégie et de la faire aller de l'avant. Donc, occupez-vous de vous et profitez du reste de la journée. Merci.